Bonjour à tous et soyez les bienvenus ici à Beaux-Arts, monsieur le représentant permanent de la francophonie auprès de l'Union européenne, messieurs les ambassadeurs distingués. Soyez les bienvenus ici au nom de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes réunis pour un débat cet après-midi sur l'intelligence artificielle au service de l'intégrité de l'information et de la paix. Alors, je m'appelle Dominique Chimbakala, je suis moi-même journaliste et je suis très heureuse d'être la modératrice de cette rencontre cet après-midi. Mais avant de commencer, je vais d'abord laisser la parole à son Excellence Mamadou Bamba Anne, représentant permanent de l'OIF auprès de l'Union européenne, pour un mot introductif. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Madame Chimbakala. Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis de la francophonie, je suis ravi que nous nous retrouvions dans ce lieu magnifique qu'est le Palais des Beaux-Arts, où l'UNESCO va célébrer demain la Journée mondiale de la liberté de la presse, par la tenue d'une conférence mondiale qui a pour thème « Informer dans un monde complexe ». Je voudrais donc saluer votre présence et vous souhaiter la bienvenue à ce panel organisé en marge de cet événement mondial et consacré à un sujet d'une importance capitale pour la démocratie, voire l'avenir du monde, soit l'intelligence artificielle au service de l'intégrité de l'information et de la paix. Notre rencontre, elle s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement que l'Organisation internationale de la francophonie fournit aux États et gouvernements membres, de manière générale, aux mutations complexes de la gouvernance du numérique et spécifiquement aux usages et défis variés de l'intelligence artificielle. Ce panel s'inscrit également dans la continuité des engagements pris lors du 19e sommet de la francophonie qui s'est tenu en octobre dernier en France. À cette occasion, il faut le rappeler, les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé l'importance de lutter contre les désordres de l'information. Ils ont mis en exergue la nécessité absolue de garantir une information libre, une information fiable, une information indépendante, essentielle pour la paix et la stabilité dans notre espace commun ou même à travers le monde. En outre, tout récemment, dans son allocution prononcée le 20 mars, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie, ou plutôt Journée de la francophonie 2025, la secrétaire générale de notre organisation, Madame Louise Mushikiwabo, a rappelé combien l'intelligence artificielle pourrait bouleverser notre rapport à l'information. Elle a souligné l'opportunité indéniable que représente une intégration réussie de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne des populations de l'espace francophone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le numérique, dans toute l'acception du terme, figure au rang des priorités de l'Organisation internationale de la francophonie. Par contre, par bien des égards, l'usage de l'intelligence artificielle peut être orienté, voire détourné, au point de constituer une véritable menace pour la cohésion sociale, voire le vivre ensemble. Dans de telles circonstances, qu'il convient de qualifier de déplorable, l'utilisation de l'IA générative exacerbe ce qu'on appelle les désordres de l'information. Par exemple, elle faciliterait la production et la diffusion systématique à grande échelle de messages erronés ou manipulés. Non seulement ce phénomène mis à nu compromet la confiance du public dans les médias, mais il alimente également les divisions et il affaiblit les processus démocratiques. Face à ces enjeux,
l'OIF a mis en place dès 2021 un projet phare intitulé « La prévention et lutte contre les désordres de l'information ». Ce projet reconduit dans la programmation quadriennale 2024-2027 de notre organisation a pour objectif de créer les conditions de production et de diffusion d'une information de qualité afin de renforcer la gouvernance démocratique et l'état de droit au sein de l'espace francophone. C'est dans ce cadre que s'inscrit le soutien de l'OIF à l'initiative loi qui sera présentée. Cette dernière est née d'un appel à projet de jumelage d'initiatives francophones contre la désinformation lancé par notre organisation en octobre 2023. L'initiative loi est une illustration du rôle bénéfique que peut jouer l'intelligence artificielle lorsqu'elle est mise au service de l'intégrité de l'information et de la paix. Mesdames et messieurs, vu la complexité de la problématique à aborder, je dois adresser mes vifs remerciements aux panélistes qui ont accepté de partager leurs savoirs et leurs perspectives sur ce sujet crucial et sensible. Ensemble, nous allons apprécier la diversité des points de vue portés par des experts issus de domaines complémentaires. Le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP analysera les enjeux, défis et perspectives pour la paix à l'épreuve des désordres de l'information. Le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies apportera son expertise sur les enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les missions de paix face à la désinformation et les réponses qui peuvent y être apportées. Sirène Analytics, coporteur de l'initiative loi, va présenter le rôle que peut jouer l'intelligence artificielle dans la lutte contre les désordres de l'information en contexte de conflit. Enfin, la Fédération internationale des journalistes offrira un regard sur l'intérêt de l'IA pour la pratique du journalisme. Vous en conviendrez certainement avec moi, les échanges qui suivront contribueront à enrichir davantage l'action collégiale. Je veux nommer l'approche multidisciplinaire de la francophonie face aux défis informationnels, en particulier dans les zones de conflit. Ce panel illustre donc la volonté de notre organisation de contribuer à un débat éthique et constructif sur l'intelligence artificielle, en soutenant des initiatives innovantes qui en font un levier de vérité, de paix et de résilience. Enfin, je ne saurais clore ce propos introductif sans préciser que le débat à venir, notamment les prises de parole, n'engage aucunement les États et gouvernements membres, ainsi que le secrétariat général de l'OIF. Nous sommes là pour réfléchir ensemble, dans un cadre scientifique, voire intellectuel, et non dans une instance politique où il faut exposer les positions des États. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite des échanges riches et constructifs. Merci. Merci à vous, Monsieur l'ambassadeur, pour ce propos introductif. Et vous avez rappelé à juste titre, vous avez rappelé les craintes suscitées par l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sans doute un des plus puissants outils de désinformation. En quelques secondes, des trolls peuvent inonder les réseaux sociaux d'informations fausses ou d'informations biaisées, avec pour conséquence la déstabilisation d'élections, de pays, de sociétés et même la survenue de conflits. Alors, est-ce qu'il est possible, toutefois, d'envisager cette même IA comme un outil au service de la paix, de l'information et de la sécurité? Dans quelles conditions, avec quelles garanties éthiques? Eh bien, c'est de tout cela dont nous allons discuter dans un instant avec nos panélistes. Mais d'abord, vous allez voir apparaître à l'écran, normalement, un QR code que je vais vous demander de bien vouloir scanner, puisque nous allons mener une petite expérience tout à l'heure et nous allons vous mettre à contribution. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous en saurez plus une fois que nos panélistes que je vais inviter à nous rejoindre seront avec nous. Et j'appelle donc André Michel Essungu, conseiller politique de l'équipe intégrité de l'information au sein du DOMP. Le DOMP, c'est le département des opérations de maintien de la paix à l'ONU. Bienvenue.
Jian Tabet, chef de projet à Sirène Analytics au Liban. C'est une société de conception de solutions digitales. Soyez la bienvenue. Clémence Bûcher-Couzy, qui est chargée de recherche au GRIP en Belgique, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Vous pouvez les applaudir chaleureusement. Alors, on va tout de suite poser les termes du débat avec vous, Clémence Bûcher-Couzy, puisque vous avez coécrit pour l'Observatoire Boutros-Ghali du maintien de la paix une note en 2023. C'était une note qui était consacrée au désordre informationnel au sein des opérations de paix en milieu francophone. Alors, une question toute simple pour commencer. Les désordres de l'information, les désordres informationnels, qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup. Oui, alors les désordres informationnels, en fait, ça comprend, c'est tout ce qui est lié à la transmission de faits avérés, et ça comprend en fait plusieurs termes. Ça comprend la désinformation, la mésinformation, la malinformation, les fake news ou infox, et aussi les discours de haine. Donc tout ça, c'est les désordres informationnels. Et qui sont les agents de cette désinformation? Qui désinforme? Par où? Comment? Avec quoi? Comment ça se passe? Alors en fait, il y a des agents professionnels de la désinformation, évidemment, mais en fait, tout le monde peut être acteur volontairement ou involontairement de la désinformation. Donc quand on parle de désinformation ou désordre informationnel, on a ceux qui créent en fait cette désinformation, ceux qui la diffusent volontairement ou involontairement pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, pour d'autres plein de raisons, et aussi ceux qui la reçoivent. Et en fait, on peut être les trois acteurs en même temps à différents moments. Et en fait, effectivement, on parle beaucoup de désinformation pour des campagnes de désinformation étrangère avec ce qu'on appelle les trolls, les cybertroupes ou ce genre de choses. Donc essentiellement sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un accélérateur et un révélateur des désordres informationnels. Parce que tout le monde, en fait, peut diffuser une information et tout le monde a accès à l'information comme ça. C'est en même temps un outil très positif, mais en même temps qui n'est pas régulé comme le sont régulés les journaux ou les médias traditionnels. Alors, je me tourne vers vous, Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Quand on parle de désinformation, on a souvent le sentiment que c'est un terme et que c'est un enjeu qui est réservé aux journalistes. Mais au fond, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que la désinformation, il y a un enjeu citoyen. Ce n'est pas seulement pour l'exercice du métier de journaliste, mais il y a un enjeu citoyen. Je crois que le micro est ouvert, vous pouvez... Non, l'information, la désinformation, les désordres de l'information ne concernent pas que les journalistes, bien évidemment, même s'ils sont au centre bien souvent. Ça concerne absolument toutes les citoyennes et les citoyens que nous sommes. Si un journaliste est mal informé, s'il désinforme, s'il intoxique, c'est très grave, qu'il le fasse volontairement ou pas. Et donc là où on peut essayer de répondre à votre question, c'est de dire que les journalistes ont des moyens et des possibilités de protéger non seulement leurs sources bien sûr, mais leur travail et surtout leurs conditions de travail et leur sécurité. Mais ça, c'est tout à fait autre chose et c'est complètement d'actualité. Les journalistes ne pourront informer correctement que s'ils sont dans des situations correctes. Voilà. Je ne dis pas que tous les journalistes sont parfaits, loin de là, pas plus que d'autres secteurs de la société française, mais la majorité ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir faire correctement son travail, d'exercer sa mission d'informer les personnes autour de lui ou d'elle. Oui, c'est un élément très important sur lequel on va revenir au cours de cette conversation, mais peut-être une autre question encore, Dominique. Cette désinformation, peut-être quelques exemples, en fait, elle peut avoir un impact négatif sur la cohésion sociale, sur la vie des sociétés. Et je vous pose la question et je la poserai aussi à André Michel. C'est très intéressant cette question que vous posez parce que je ne connais pas de désinformation à ce jour qui ait eu un impact positif. Si quelqu'un ici en a un exemple, dites-le nous, mais moi je n'en ai jamais vu. Et c'est une bonne réflexion.
les impacts sont toujours négatifs. Alors là encore, on fait la différence, et vous la faites très bien, entre mésinformation, malinformation ou désinformation. Et si la désinformation est volontaire, c'est ce qu'on appelle les fake news. La désinformation involontaire est une erreur, à un niveau quel qu'il soit de la chaîne. C'est une erreur, voilà. Et un journaliste correct, dès qu'il le sait, doit la rectifier dans les mêmes conditions. André Michel, vous travaillez au département des opérations de maintien de la paix, donc les missions de paix de l'ONU, et vous avez vu des exemples concrets, au fond, sur vos équipes notamment, de l'impact de la désinformation. Oui, et nous les voyons même un peu trop, pour tout dire, parce que les 11 missions de maintien de la paix qui existent dans le monde, il n'y en a pas une seule dont on puisse dire aujourd'hui qu'elle est à l'abri de ce phénomène. Il importe de donner un élément de contexte cependant. Pour les Nations Unies et pour nos missions de maintien de la paix en particulier, il n'y a rien de nouveau. La désinformation a existé, elle a tellement existé que depuis 1948, le déploiement de nos missions sur le terrain était accompagné dans les premières équipes d'un conseiller en communication. En 1992, on a établi l'habitude de constituer des radios au sein des missions de maintien de la paix au Congo et ailleurs. Une chose s'est passée cependant au début des années 2000, les médias sociaux sont devenus très importants. Et dans les pays africains, où nous avons 6 de nos plus grosses missions, on a vu des tentatives, des efforts, et des efforts réussis à l'heure qu'il est, de peindre le maintien de la paix d'une certaine manière. Et ces discours, ces stratégies et ces tactiques sont le fait d'acteurs politiques parfois et touchent au cœur de notre travail. Ils touchent à la sécurité de nos collègues, on en a perdu sur le terrain, liés en partie à des actes de désinformation, et ils touchent à la capacité de mettre en œuvre nos mandats. Aujourd'hui, en ligne notamment, le maintien de la paix jouit de la pire réputation qu'il ait jamais eue en près de 80 ans d'existence. Et ce n'est pas parce que simplement nos collègues sur le terrain et nous tous avons fait des erreurs, tout le monde en fait, mais c'est en partie parce que des gens ont travaillé très fort, ont réussi en partie à nous noircir à un degré tel que d'avoir été journaliste et d'avoir travaillé au maintien de la paix, je découvre aujourd'hui en voyageant dans plusieurs pays que nous passons pour des voyous et pour des voleurs. Ce n'était jamais le cas, et sans doute que nous avons commis des erreurs, mais tout ceci est le fait en partie d'un travail systématique de mensonges, de déformation de la vérité et de jonglerie autour de des actions que nous avons posées. Donc pour nous, la désinformation est une question stratégique d'importance, une question politique de premier rang, et le Conseil de sécurité l'a reconnu, et dans des déclarations et des résolutions ces dernières années, l'a nommée pour ce qu'elle est, un problème sérieux auquel il faut s'attaquer. Alors, je reviens vers vous, Clémence. André Michel l'a dit très clairement. Il a parlé d'agents de la désinformation et a parlé aussi d'acteurs politiques de la désinformation. Est-ce qu'on voit, par exemple, est-ce que vous avez vu dans vos recherches et au fond dans la réalité, la désinformation utilisée par des régimes politiques pour leurs intérêts ? Alors oui, évidemment, et même dans le contexte des opérations de paix dont on parlait, ça a été utilisé, que ce soit de façon volontaire ou pas, mais c'est vrai qu'il y a des États, notamment quand on parle du cas de la MINUSMA au Mali, la désinformation par rapport à l'action de la MINUSMA, mais aussi à la force française qui était présente, a été utilisée par la junte malienne, justement, et notamment en justification de la demande de départ de la MINUSMA. Et donc il y a des États qui vont utiliser via leurs médias, via leur chaîne officielle, en fait, la désinformation, ou eux-mêmes via des discours officiels pour leur intérêt. Donc c'est arrivé, oui, que ce soit des intérêts politiques, économiques, c'est arrivé très souvent, et c'est particulièrement saillant dans des cas de conflit ou de crise. Donc là, quand on parle des opérations de paix, on parle de pays en conflit, donc forcément c'est d'autant plus saillant. Alors, est-ce qu'il arrive d'ailleurs que des régimes soient tour à tour utilisateurs de la désinformation et victimes de la désinformation ? Oui, alors j'ai pas un exemple concret en tête, mais en fait, comme je le disais, on est tous touchés par la désinformation. Donc en fait, personne n'est à l'abri. Aucune mission de paix n'est à l'abri, mais aucun gouvernement n'est à l'abri, que ce soit un gouvernement dans un pays dit en paix, ou que ce soit un gouvernement dans un pays dit en conflit. On ne peut jamais contrôler la désinformation, même si on l'utilise soi-même, on va en être victime à un moment ou à un autre, à plusieurs échelles en fait.
Dominique, une autre question. On parle beaucoup de la désinformation et de son impact sur la paix dans les pays en conflit. Mais au fond, est-ce que elle est seulement importante et intéressante quand il y a un conflit, ou au fond, dans n'importe quelle société, à n'importe quel moment de la société, une société est vulnérable à la désinformation, et quelles conséquences ça peut avoir socialement, sanitairement, économiquement? Je vais vous répondre brutalement. La Fédération internationale a comptabilisé 104 journalistes tués l'année dernière dans le monde. Et ce n'est pas seulement sur les terrains de guerre, même si la moitié est à Gaza. Les journalistes sont tués pour une bonne et simple raison, si j'ose dire, bonne étant évidemment entre guillemets, les empêcher de témoigner du monde dans lequel nous sommes et de son évolution. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas seulement des terrains de guerre. Les journalistes sont tués par des bandes conjuguées de politiciens véreux et de corrupteurs mafieux. C'est à peu près les alliances, malheureusement, que l'on peut trouver dans un certain nombre de pays. Je n'épargnerai pas l'Europe, loin de là, de ce genre de constats et d'observations déplorantes. Et donc, il y a une réflexion à avoir, je ne sais pas si vous souhaitez que je l'avance tout de suite, mais considérant que en une dizaine d'années, plus de 1000 journalistes ont été tués dans le monde, en général devant leur porte, sur le trottoir, dans leur rédaction, même si les 2 dernières années, le Moyen-Orient nous crucifie encore plus que d'habitude, si j'ose dire. Considérant ces 1000 journalistes, on peut dire qu'il n'y a aucune protection particulière, légale, internationale, pour les journalistes. Ils sont protégés en tant que civils. Ce sont des civils comme les autres, même si on leur dénie cette qualité trop souvent. Et la Fédération internationale a un projet de convention internationale. Et j'ai quitté une réunion pour venir vous rejoindre, et je vous remercie pour cette invitation aujourd'hui, où j'ai commencé en disant que je sonnais le tocsin, car à ce rythme-là, dans quelques années, il n'y aura plus de journalistes pour nous informer. Je dis nous, je suis citoyenne comme vous. Si on n'obtient pas des Nations Unies le vote d'un projet protecteur spécifique pour les journalistes, le texte existe, il y a des points concrets, il est rédigé par des juristes internationaux. Si on n'obtient pas ça, nous n'aurons plus de journalistes. Tout simplement, alors c'est un peu brutal comme réponse, j'en conviens, mais j'en suis malheureusement intimement persuadée. Personne n'a intérêt à la désinformation, personne. Ni les gouvernants, ni les chefs d'entreprise, ni les simples citoyens, ni ce qu'on appelle les professions intermédiaires, ni les journalistes eux-mêmes. Personne n'y a intérêt. Certains, de temps en temps, ont des intérêts qui font que... Mais tout le monde veut être correctement informé au départ. Pour pouvoir agir, pour pouvoir manœuvrer, pour pouvoir bien faire, pour pouvoir mal faire éventuellement. Mais tout le monde a besoin d'une information fiable. Et pour le moment, que vous l'appeliez X, Y ou Z, c'est les journalistes. Donc il faut les protéger. Merci Dominique. Tout le monde a besoin d'une information fiable pour que la société puisse fonctionner, puisque ce métier de journaliste est au cœur des sociétés et de la démocratie. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie a également pour mission de promouvoir la paix, ce qui veut dire par ricochet d'appuyer les actions de lutte contre la désinformation. Et en 2022, l'OIF a lancé un observatoire des initiatives de lutte contre la désinformation. On a déjà sur cette plateforme 100 initiatives dans tout l'espace francophone qu'on peut retrouver donc sur cette plateforme qui s'appelle Odile. Je vous propose de regarder ça en images et puis on en reparle après. Voilà déjà près de 5 ans qu'Odile connecte les initiatives de lutte contre les désordres de l'information dans la francophonie. Elles sont aujourd'hui plus de 100 initiatives issues des 4 coins de l'espace francophone, réunies sur la plateforme référence de lutte contre les désordres de l'information en langue française.
En 2025, notre communauté de vérificateurs, d'éducateurs, d'universitaires et de régulateurs doit faire face à d'importants défis et Odile est là pour les y aider. La propagation rapide de l'intelligence artificielle générative continue à poser de nouveaux risques de manipulation de l'information et de nombreux exemples ont marqué l'année passée. Mais l'IA peut également être une alliée des initiatives d'Odile, en les assistant dans leurs tâches de vérification ou d'analyse grâce à des formations et des partages de bonnes pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle. Autre défi, les crises et les conflits qui polarisent encore plus les débats et les opinions, rendant la lutte contre les désordres de l'information plus cruciale que jamais, particulièrement en période électorale. Pour mieux servir ces communautés, Odile continue d'être une plateforme de collaboration et de partage d'expertise francophone en soulignant les réussites de ses membres. Odile met également en avant des personnalités remarquables et inspirantes dans une série de portraits. En 2025, nous produirons encore plus de vidéos d'éducation aux médias. Ces épisodes en forme de glossaire ont été particulièrement bien accueillis par la communauté. Odile met également en disposition de nombreuses ressources en ligne, comme par exemple une série de formations gratuites pour suivre les derniers développements des pratiques et des outils. Des podcasts pour se tenir informé à la fois des enjeux de la lutte contre les désordres de l'information et des recettes et succès des initiatives d'Odile. Autre axe, la valorisation des contenus d'éducation aux médias en langue locale. Et bien sûr, Odile reste le meilleur moyen de suivre l'actualité de la lutte contre les désordres informationnels dans la francophonie grâce à sa lettre d'information hebdomadaire, ses vidéos et ses publications sur odile.org. Collaboration, ressources, support logistique et bien sûr formation, Odile demeure un catalyseur de la lutte francophone contre les désordres de l'information. Voilà pour la plateforme Odile de l'Organisation internationale de la francophonie que je vous invite à consulter sans doute dès que vous sortirez, dès à présent, dès que vous sortirez de cette salle. Je me tourne vers vous, Jian Tabé, bonsoir. Vous travaillez pour Sirène Analytics, c'est une société au Liban qui conçoit des solutions digitales pour les entreprises, les organisations. Et vous connaissez bien les problématiques de l'intelligence artificielle et des outils technologiques. Depuis que vous travaillez, vous avez été témoin, au fond, de cette intelligence artificielle comme menace, au fond, pour l'information. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi est-ce que vous avez été confronté? Parce que tout à l'heure, on verra comment est-ce que vous cherchez aussi à faire en sorte que ce soit un outil au service de l'information. Oui, exactement. Alors bon, bien sûr, c'est à travers mon travail et comme on en parlait aussi tout à l'heure, la région a été, en fait, le Liban a été visé de plein d'images et de vidéos qui ont été complètement créées par l'IA. Et c'est vrai que ces vidéos de ces vidéos peuvent en couler beaucoup de comportements qui peuvent être positifs ou négatifs. Et donc, ça peut avoir un effet négatif. Donc, c'est pour ça que ça peut être vraiment aussi dangereux. Vous avez un exemple concret? Alors, j'ai l'exemple que je n'oublierai pas, puisque je devais prendre un vol 6 heures après, et je reçois une vidéo où on voit la Middle East Airlines, enfin un vol qui décolle de l'aéroport de Beyrouth avec un gros feu devant lui, et c'était complètement monté et imaginé par l'IA. J'avais mon vol 6 heures après, je suis partie, ça ne m'avait pas découragée, mais le vol, on était une vingtaine dans le vol. Donc tout le monde a fait demi-tour. Voilà, la preuve par note qu'avec l'intelligence artificielle, on peut créer des images, des réalités fausses et induire le comportement des citoyens. André-Michel Essongou, vous l'avez rappelé, à la fois journaliste, mais vous êtes dans l'unité sur l'intégrité de l'information, au DOMP, le département des opérations de maintien de la paix à l'ONU, et vous avez beaucoup travaillé notamment sur les terrains africains, et vous dites que l'IA, utilisée à mauvais escient, peut avoir des effets mortels, parce que la désinformation se fait à plus grande échelle et de façon professionnalisée. Non, absolument. Alors, parlant d'exemple, pendant que vous en parliez, je viens de voir sur le site internet de RFI, si vous cherchez, il y a 6 semaines exactement à peu près, un contenu d'information a circulé au Congo, en République démocratique du Congo, et c'était un journal de RFI, avec le générique et la voix d'un journaliste. Sauf que ce contenu était faux. On avait utilisé l'IA pour copier et cloner la voix de ce journaliste. On lui a fait dire
Je pense qu'il a dit que le président Tshisekedi allait démissionner après la signature de l'accord de paix avec le M23. La nouvelle a fait le tour en RDC, le temps que et nos collègues à la mission et la rédaction de RFI à Paris s'en rendent compte, le contenu avait été vu par des millions de personnes. Dans ce cas précis, il ne s'est rien passé. Mais deux choses sont à noter. La première, c'est que on l'avait dit il y a déjà au moins 1 an à nos collègues et on travaillait dessus, que l'IA rendrait possible la production de contenu très vraisemblable. C'est le cas. Deuxième chose, que la réaction de tous, y compris de ceux qui seraient les victimes, dont dans ce cas RFI, serait toujours plus lente. C'était le cas également. La troisième qui n'est pas arrivée, mais qui va arriver, c'est dans ce cas précis, il n'y a pas eu mort d'homme. C'est simplement une nouvelle qui a fait dire à certains Congolais « Ah, bah oui, on le savait. Ah, c'est dommage. » Mais on peut imaginer des scénarios bien plus graves. On peut imaginer des scénarios où nos collègues, et c'est déjà arrivé de manière plus artisanale, ont fait circuler sur eux une vidéo où ils sont en train de poser un acte. Il y a par exemple une très vieille vidéo qui date des années 90 dans l'ex-Yougoslavie où on voit nos collègues, casque bleu, en train de jeter dans ce qui ressemble à une fosse commune, ce qui ressemble à des cadavres. Pendant longtemps, cette vidéo a circulé. À chaque fois, au bout de quelques temps, on disait « Ah non, non, elle n'est pas vraie » et donc tout le monde allait au lit. Désormais, avec l'IA, on peut fabriquer des images bien plus vraisemblables, les placer à un lieu très précis et les faire circuler pendant 24 heures à des millions de personnes. Ce n'est plus une vue de l'esprit. Ceci dit, je tiens quand même à dire une chose qui importe. L'intelligence artificielle n'est pas en elle-même le problème. Elle peut devenir le problème. Elle n'est pas en elle-même la solution. Elle fait partie de la solution. C'est littéralement comme si vous achetiez une voiture et vous décidiez, malheureusement, ces cas arrivent, de rentrer sur la grande place et de faire des dégâts, mais vous pouviez aussi prendre la voiture pour aller visiter votre grand-mère qui est très malade. Et on se trouve à ce carrefour où tant les gouvernements, les institutions internationales, que tous les citoyens doivent s'intéresser et doivent travailler à ce que ces outils servent davantage pour le bénéfice de tous que pour les intérêts financiers, au bout de quelques-uns, et donc nous causent problème au maintien de la paix. En ce moment, nous ne sommes pas très protégés contre les risques, et ça représente un problème immédiat et urgent. Alors, vous dites que, au fond, l'efficacité et la rapidité de l'intelligence artificielle est beaucoup plus grande que la réponse ou que les réponses que peuvent avoir les institutions. Vous travaillez vous-même au département intégrité de l'information à l'ONU. Ça veut dire quoi? Que vous êtes pour l'instant démunis pour avoir des réponses aux effets de cette IA? Alors pour répondre à cette question, très franchement, je vais demander à la caméra d'arrêter de tourner pour que je ne me fasse pas virer dans 10 minutes. Deux choses. Une institution comme les Nations Unies, elle a 80 ans. Elle est constituée de gens de diverses générations, plus souvent des générations plus avancées. Le fait est que pour nous, et je suis bientôt dans la cinquantaine, et pour tous ceux qui sont venus avant moi, nous sommes nés dans un monde et avons grandi dans un monde qui n'a rien à voir avec le monde actuel. Et nous avons dès lors, dans ces institutions, mais également ailleurs, transporté les bonnes habitudes du passé. C'est-à-dire, nous produisons un communiqué le plus rapidement en 24 heures ou en 72 heures. Le problème, dans l'époque où nous vivons, c'est qu'un communiqué qui arrive après 24 heures, il vaut mieux ne pas le faire, puisque le contenu à propos de vous est passé. Le mensonge, comme disait Mark Twain, a le temps de faire le tour du monde avant que la vérité ne mette ses chaussures. Enfin, il s'était trompé. Ce n'est pas le tour du monde. Une seule fois, c'est 10 fois. Nos institutions en sont là. Nous sommes encore dans les années 80 et 90. Les Nations Unies, mais aussi beaucoup de gouvernements, nous communiquons encore comme si le journal de 20 heures dans tous nos pays était encore le lieu de l'information, alors que le lieu de l'information s'est déplacé. C'est le TikToker à 3 millions de followers que vous ne connaissez pas, qui informe vos enfants et les plus jeunes. Je vis et je travaille essentiellement en Afrique. La moyenne d'âge de la population dans les pays africains est de 25 ans. La plupart de ces gens s'informent sur les plateformes de médias sociaux. Nous sommes, à l'ONU et ailleurs, encore en train de communiquer pour un public de 50 ans qui regarde le journal de 20 heures. Nous sommes en retard, c'est ça la vérité. L'Union européenne est sans doute en retard, moins que les Nations Unies, mais elle n'a pas 80 ans. L'OIF, je l'espère, puisque vous nous avez invités, n'est pas en retard, n'est-ce pas?
mais nous sommes en retard aux Nations Unies. Dominique Pradalier, vous avez vu ce métier évoluer tout au long de votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les journalistes ont les outils pour contrer les effets de l'IA ou qu'eux-mêmes aussi sont encore démunis parce qu'au fond, il s'agit d'une technique assez nouvelle? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur qui vient d'intervenir en disant que l'IA est un outil. Voilà. Maintenant, l'outil, quelle que soit sa beauté, son scintillement, doit être maîtrisé par l'être humain. Voilà. Et les journalistes et les autres, je suppose, disent la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on demande, ainsi que les éditeurs, de pouvoir s'opposer aux opérations de fouilles de textes éditoriaux par des robots crawlers, par exemple. Parce que l'IA agit sur nous de plusieurs façons. Premièrement, par les patrons de médias indélicats et peu visionnaires du futur qui espèrent remplacer les journalistes par l'IA, tout simplement. Ça, c'est la façon la plus voyante. Mais une des autres façons est effectivement que les contenus informatifs signés, sourcés, soient pillés immédiatement par des robots, soient utilisés n'importe comment, enfin n'importe comment aux yeux du journaliste, mais pas n'importe comment aux yeux de qui a commandé le robot, et servent après à intoxiquer, etc., etc. Donc là, ce sont les deux... disons, les deux ailes d'un même bâtiment. Et il y a toutes les nuances au beau milieu. Alors, ce que veulent les journalistes et leurs représentants, c'est pas de s'opposer à l'IA. On peut très bien utiliser l'IA. Personne n'est gêné de le faire. Faut-il en savoir d'abord comment elle fonctionne? Et c'est un des points que, si vous me permettez, que j'aimerais bien rappeler ici, c'est que le contexte actuel, très mouvant, comme vous l'avez dit, monsieur, est composé de deux facteurs. Premièrement, des éditeurs, des gouvernants, des patrons d'entreprises qui veulent absolument ne pas rater le coche, ne pas être laissés de côté, ne pas paraître modernes, et qui se font vendre absolument n'importe quoi sans savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'ils n'ont pas la formation et l'éducation. Je ne leur en veux pas. Personne ne peut leur en vouloir. Il faut pouvoir maintenant faire de la pédagogie. Et puis par des lobbies représentant les IA, parce qu'il n'y a pas qu'un IA, il y a plusieurs, qui sont d'une telle force, d'un tel pouvoir de séduction, qui vendraient du désert à des oasiens, n'est-ce pas? Ils vendraient du sable, on le dit toujours, à des marchands de sable. Donc on est dans ce contexte-là. Et il n'y a rien d'humain nulle part, là. Il n'y a rien d'humain nulle part. On est en train de vendre un miroir aux alouettes à des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire ou ce qu'il y a dedans. Et encore une fois, il n'y a rien d'agressif dans mon propos. C'est un constat plutôt malheureux, mais qui pousse à l'action et qui permet des actions, c'est-à-dire l'éducation. Donc il faut légiférer au niveau national et au niveau européen, bien entendu, et pas du tout comme ça a été fait jusqu'à présent, je regrette de le dire, par des articles qui sont des véritables chevaux de Troie plutôt que de l'aide à celles et ceux qui veulent une information fiable. Il faut légiférer en consultant les représentants des journalistes et des éditeurs, bien évidemment, là-dessus. Mais alors, Dominique, parfois, on a des informations, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, en tout cas, on a des infos qui apparaissent dans les réseaux sociaux, dont on ne sait pas, au fond, si ce sont des informations avérées, si elles ont été fabriquées ou non avec de l'intelligence artificielle, ou s'il y a eu un individu derrière qui a fait un véritable travail de journaliste. Est-ce qu'au fond, le problème, il n'est pas là aussi ? Dans le cadre du bâtiment que je vous décrivais rapidement avec les deux ailes, il y a au beau milieu effectivement les principes actifs, si j'ose dire. Et de même que dans l'audiovisuel public, dont je me suis honoré d'avoir mené une vie professionnelle complète par choix à France Télévisions, à France 2, à Antenne 2, etc., nous avons toujours des principes, par exemple, sur les caméras cachées.
Pour l'IA, on peut faire pareil. La caméra cachée, il y a 3 principes. Premièrement, ne pas pouvoir faire autrement. Premier principe. Deuxièmement, d'en discuter collectivement et avec sa hiérarchie notamment. Et troisièmement, d'informer les téléspectateurs. L'IA, c'est pareil. Quelque peu, ça doit s'adapter. Mais il faut, premièrement, ne pas pouvoir faire autrement. Deuxièmement, etc., etc. Troisièmement, cadrer. Quatrièmement, informer surtout le lecteur, auditeur, téléspectateur, en disant fabriquer partiellement ou totalement, etc. Les images doivent être siglées. On dit bien images issues du Pentagone, images, etc. Bon, elles doivent être siglées, images, intelligence artificielle, etc. Ça, c'est, vous voyez, il y a du concret au milieu des grandes ailes que je vous décrivais tout à l'heure. Ce qui permettrait d'alerter le téléspectateur, le lecteur, et peut-être de susciter un petit peu d'esprit critique, en tout cas de lui dire attention, intelligence artificielle là-dedans, et peut-être qu'il aille davantage vérifier les sources. L'intérêt de toute information, quelle qu'elle soit, est de permettre à la personne qui la reçoit de se faire un avis. L'IA est une information. L'utilisation de l'IA est une information. Voilà, ça doit être dit tel que... avec éventuellement des détails. C'est comme les sondages d'opinion. Vous savez que la loi, en tout cas en France, contraint, et c'est heureux, à adjoindre une fiche technique au sondage, réalisé pour qui, par quand, près de tant de personnes, etc. Enfin, je veux dire, les dispositifs existent déjà. Faut-il vouloir les collationner, les adapter et les mettre en action? Jeanne Tabé, sur ce panel, vous êtes un petit peu l'experte des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour l'information? Qu'est-ce qu'on peut faire de positif? Qu'est-ce qu'on peut faire de négatif? On l'a déjà évoqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire de bon avec l'intelligence artificielle? Pour le positif, je ne peux que ne pas parler de l'outil qu'on a créé, justement. C'est un outil de vérification juridique, cet outil-là, mais il y a plein d'autres outils. Donc, on peut utiliser l'IA pour développer des outils de vérification, que ce soit des faits ou des écrits, ou des vidéos, ou des... Donc, en somme, dans l'IA, il y a à la fois le poison et l'antidote. Bien sûr, c'est comme une arme à double tranchant. Donc, comme tous les outils, ça peut être positif ou négatif. L'idée, c'est que ça tombe qu'on l'utilise du bon côté, que ça tombe que ça soit utilisé entre de bonnes mains. Voilà, c'est ça. Alors, ce que vous dites est intéressant parce qu'on l'a vu, l'IA inquiète, pas que dans cette salle, mais inquiète les opinions publiques à bien des égards. Elle peut aussi, et vous venez de le dire, être pensée comme un outil au service de la paix, au service de la sécurité, au service de l'information. Et donc, on va voir ça, on va en parler un petit peu plus avec un logiciel que vous avez créé avec vos partenaires, Jeanne Tabé, dans le cadre des jumelages d'initiatives qui sont organisées par l'Organisation internationale de la francophonie. On regarde ça, on regarde les explications d'abord en vidéo et puis on poursuit la conversation avec vous. Dans un monde traversé par une succession de crises, les désordres de l'information posent de nombreux défis, notamment dans l'espace francophone. Amplifiés par les réseaux sociaux, des phénomènes tels que la désinformation et les discours de haine exaltent les tensions, fragilisent la cohésion sociale et menacent l'intégrité du débat public. Pour y faire face, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé les jumelages francophones de lutte contre les désordres de l'information. Depuis 2022, 53 initiatives de la société civile, issues de 15 pays francophones, ont bénéficié de cet innovant dispositif, favorisant la coopération dans ce domaine. Grâce à ces jumelages, l'OIF a permis à une diversité d'acteurs de collaborer autour de 3 axes essentiels. Le renforcement des professionnels de l'information en technique de vérification des faits, le soutien aux initiatives d'éducation aux médias et à l'information visant à renforcer l'esprit critique, et le développement de la recherche et de la production de connaissances sur les désordres informationnels. Santé, élections, conflits, autant d'enjeux propices à la prolifération d'infox, face auxquels près de 700 journalistes et 4000 acteurs de la société civile ont été outillés et mobilisés pour alerter, informer et protéger plusieurs milliers de leurs concitoyens face à ce fléau mondial.
Grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, nous nous sommes associés avec Ivoire Tchèque, un média de lutte contre la désinformation en Côte d'Ivoire. L'apport de nos partenaires de l'OIF était très important parce que c'est notre quotidien. Je suis très content que ce partenariat existe. L'OIF demeure plus que jamais mobilisé pour accompagner, outiller et fédérer la communauté francophone de lutte contre les désordres de l'information face aux défis présents et futurs. Jeanne Tabé, je rappelle donc que vous êtes chef de projet à Sirène Analytics, qui est une entreprise qui conçoit des solutions informatiques, des logiciels pour les entreprises, les organisations, etc. Et donc, vous avez développé en 2024, vous en parliez à l'instant, un outil justement pour qui utilise l'intelligence artificielle pour faire du legal checking, mais en français on dit de la vérification d'informations juridiques. Alors est-ce que vous pouvez, et ça vous l'avez développé dans le cadre justement des jumelages, est-ce que peut-être avant qu'on parle de cet outil, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle a été la genèse de cette collaboration? Bien sûr. Donc c'est par une réunion qui a été organisée par l'OIF en 2023, en marge du Forum de Paris sur la paix, que l'OIF a organisé une réunion et c'est là où on a rencontré les surligneurs. Nous, on était déjà à Paris pour présenter un outil aussi basé sur l'intelligence artificielle qui fait de la veille et de la vérification des médias. Et on voulait aller plus loin dans le projet avec l'OIF, c'était de créer un outil numérique basé sur l'intelligence artificielle qui va justement vérifier la légalité d'un discours juridique. Alors ça, c'est l'outil que vous avez développé. Alors cet outil, comment est-ce qu'il s'appelle et concrètement, comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, vous voulez qu'on fasse passer tout de suite? On va regarder. Vous allez nous dire peut-être un mot de... Oui, alors si on peut faire passer la présentation. Alors, on va avoir quelques images. Oui, parce que vous vouliez nous dire peut-être un petit peu l'idée qui vous a inspiré aussi. Oui, alors bien sûr. Donc, non, c'est pas l'idée qui nous a inspiré. C'est en fait bien après le projet, je suis tombée sur une phrase que je voulais partager. C'est ce que vous vouliez dire, je crois, c'est ça. C'est quand tout le monde vous ment. Le résultat, c'est pas que vous mentez, que c'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit en rien. Donc, je trouve que ces propos un peu prémonitoires de Hannah Arendt des années 70 reflètent bien l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, où plus personne, il y a tellement d'informations, on est tellement bombardé d'informations, et avec des générations qui commencent à être très passives parce qu'elles reçoivent tout ça sans recul, sans vérifier, et ça devient très dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose, et c'est pour ça qu'un outil est vraiment utile. Et quand j'ai vu cette phrase, justement, c'est ce que je disais, que ça m'a donné un espoir qu'en fait, non, c'est pas pour rien qu'on fait cet outil. Il faut qu'on l'utilise, il faut qu'il soit reconnu et qu'il soit utilisé surtout. Donc voilà, que ce soit cet outil ou un autre, mais les outils de vérification sont très importants à utiliser aujourd'hui. Alors justement, l'outil que vous avez conçu, vous, avec les surligneurs, comment est-ce que... Donc c'est un outil... Alors oui, nous avons développé un outil en collaboration avec les surligneurs, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Nous avons uni nos 3 différentes expertises pour aboutir à cet outil de vérification juridique. L'idée, c'était de contrer deux idées majeures. L'idée était de contrer 2 idées. C'était garantir une information juridique fiable dans le monde numérique et donner un pouvoir aux citoyens de pouvoir contrôler, de pouvoir vérifier, de pouvoir comprendre, contextualiser un discours juridique. Alors ça veut dire concrètement qu'on a un discours, si on a un discours... Voilà, vous avez une déclaration publique que vous pouvez insérer dans le marqueur, et en ressort une analyse référencée avec une affirmation au regard du droit international humanitaire. Alors c'est un projet pilote sur le droit international humanitaire, et l'idée c'est vraiment de replacer le droit au cœur du débat public,
voilà, d'automatiser ce processus de vérification au regard du droit international humanitaire. Alors le marqueur, c'est le nom de cet outil, voilà, précisément. On va peut-être voir un QR code. Alors là, vous allez juste pouvoir, voilà. Il ne faut pas oublier aussi que le marqueur représente un gain de temps considérable. Vincent, qui est directeur général des surligneurs et cofondateur ici présent, a été l'un des premiers utilisateurs avec son équipe. Donc c'est un gain de temps considérable. Une recherche qui pourrait prendre avant 4 à 5 heures pour aboutir à un rapport ou à une synthèse. Maintenant, en un clic, on peut en fait tout de suite accéder aux sources de droit avec... C'est un outil qui est destiné à qui? À tout le monde, donc aux journalistes, bien sûr, aux juristes, aux institutions, à toute personne, aux citoyens, à toute personne qui est intéressée par un discours médiatico-politique dans la sphère sur les médias. Alors concrètement, on peut mettre un discours ou une phrase d'un discours. Alors concrètement, on prend un discours de n'importe quelle personne, on l'insère dans l'outil et l'outil va vérifier ce discours s'il est légalement basé juridiquement. Ça veut dire parce que pour créer, alors si je comprends bien, pour créer cet outil, vous avez collecté des textes du droit international, c'est bien ça, bien sûr. Pour qu'ensuite l'outil puisse faire ressortir le texte. La source qui correspond à ce que dit... Donc exactement, on a fait un travail en amont, bien sûr, pendant plusieurs mois, où on a identifié, collecté toutes les sources de droit international humanitaire. On les a triées, on les a catégorisées, on les a segmentées, parce que pour que l'outil... Alors tout ça, on était en plusieurs équipes, bien sûr, il y avait une équipe AI et de développement et une équipe de recherche, avec aussi les surligneurs et des experts en droit international qui aussi nous ont aidés et nous ont cadrés. L'idée, c'était d'avoir une base de données claire, fiable et propre, que l'outil pourra utiliser. En fait, dès qu'on lui insère le discours, il va pouvoir partir et chercher dans sa base de données quelles notions, et il va avoir des références à des notions et il pourra tout de suite faire le lien avec des sources de droit ou des articles. Et ce qui est bien, c'est que non seulement il présente dans son analyse, il va pouvoir se baser sur des sources de droit international, humanitaire, mais aussi il va rentrer dans le détail de l'article. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un gain de temps. Le juriste ou le journaliste qui veut utiliser l'outil, bien sûr, l'idée n'est pas de remplacer qui que ce soit. Mais ça sera plus facile pour la personne de partir chercher dans cette source, dans ce document, l'information, et il pourra lui-même faire ce qu'il veut de cette information. Alors, vous vous tournez vers Dominique Pradali à juste titre. Je me tourne aussi vers vous, Dominique. Typiquement, ce type d'outil, c'est de nature à aider les journalistes dans l'exercice de leur métier? Bien sûr, ça peut les aider, sauf que ça encourage beaucoup la paresse actuellement. Ce qui est déjà grand, qui est déjà commencé. Dont personne n'est dépourvu, pas même moi, croyez-le. Mais c'est vrai que ça peut aider. Mais ce qui m'inquiète dans la systématisation, qui forcément arrivera un jour, c'est comment fonctionne le cerveau humain. Le cerveau humain, il est comme le mien en tout cas, il est aussi enclin à la paresse. Et quand sont arrivées les premières calculatrices, il y a, je sais pas, 60-70 ans, tout le monde a trouvé ça formidable, merveilleux. Moi, je sais pratiquer le calcul mental, pas les générations au-dessous de moi. Et quand il y a une panne, comme en Espagne l'autre jour, on fait comment? Voilà une des questions que nous nous posons tous et toutes, j'en suis certaine. Alors avec ce que vous dites, vous mettez le doigt sur les limites. Alors on entend avec vous, Guyane Tabet, que l'intelligence artificielle
nous propose des outils qui peuvent nous permettre de contrer un peu les effets de la désinformation, mais il y a des limites. Alors je me tourne vers vous, Clémence Bouchet-Cousy. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle peut, au fond, la question qu'on se pose, oui, c'est un outil. Il peut y avoir de bonnes applications, comme il peut y avoir de mauvaises applications, mais au fond, et je vous poserai la question à chacun, au fond, quelles limites est-ce qu'il peut y avoir, à quelles limites, au pluriel, peut avoir cette intelligence artificielle? Alors oui, en fait, ce qui est intéressant, évidemment, moi je suis tout à fait d'accord que c'est un gain de temps, et je sais que même mes collègues chercheurs spécialistes en droit international humanitaire sont très contents, et ils savent qu'ils ne seront pas remplacés d'ici là. Effectivement, je pense que les limites, elles sont effectivement pas de paresse, mais surtout de généralisation de l'utilisation. Et en fait, cette question, elle est partout, tout le temps, c'est le contrôle humain. À quel moment elle est pour l'intelligence artificielle dans ce cadre-là, mais elle est pour les armes létales autonomes ou ce genre de choses. Quel contrôle humain? Et en fait, ça pose des questions éthiques. Quelle éthique on met derrière en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle? Et pour ça pose la question, est-ce qu'il faut une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut un cadre normatif, un cadre éthique, un cadre légal? Et en fait, de toute façon, c'est la question partout, parce que si chaque pays ou chaque organisation sous-régionale, chaque organisation met son cadre légal, les pays, après, ils vont faire du forum shipping, ils vont dire, moi, je prends celui-là parce qu'il m'arrange le plus, mais le reste, comme ça, moi, j'en parle pas. Mais je sais ce qui est en train de se mettre en place aux Nations Unies. Le secrétaire général essaye de parler de cette gouvernance mondiale, de mettre en place un cadre, des normes, mais pour l'instant, ça reste assez balbutiant, je pense. Et de toute façon, l'ONU ne peut pas mettre en place des choses contraignantes. Donc c'est ça. Mais oui, il y a des limites, évidemment, à ce titre-là. Et puis, de toute façon, est-ce qu'on peut contrôler toujours l'intelligence artificielle? On peut l'utiliser, mais elle peut... Enfin, je ne parle pas d'attaque de robots, mais ça peut se retourner contre nous. Pas Terminator, mais bon, voilà. Mais c'est toujours un risque, évidemment. André Michel, je vous voyais acquiescer. Oui, c'est une question qui, pour moi, revêt une importance capitale. Je vis, je viens et je suis d'Afrique. Et les questions qui s'opposent ailleurs dans le monde, souvent, ont de petites nuances. Sur l'intelligence artificielle, je pense à 3 défis énormes, parce que je l'utilise et parce que je le vois tous les jours. Le premier, c'est la disponibilité de la connaissance. Alors, on écrit plus de livres, d'articles et on produit plus de contenu sur ce seul quartier de Bruxelles que sur toute la ville de Douala dans laquelle j'ai grandi. La conséquence immédiate est que lorsque vous demandez à l'intelligence artificielle, faites-moi le profil de la ville de Douala, des habitants qui y sont, elle hallucine. C'est-à-dire qu'elle part de quelques rapports des Nations Unies et quelques estimations, et elle vous fabrique un truc qui est à peu près vrai. Ensuite, vous prenez des décisions simples et compliquées sur une information qui en réalité à la base était fausse ou incomplète. Mais plus grave, et c'est le deuxième défi, l'intelligence artificielle transporte les injustices et les biais, pour parler en anglais, qui sont dans les données réelles. Donc par exemple, on le sait parce qu'aux États-Unis ça a été le cas il y a quelques années, on en parle moins, mais ça reste le cas. Quand l'intelligence artificielle prend des écrits dans lesquels on a dit gravement que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, et on a écrit des bibliothèques là-dessus, et qu'elle doit vous produire du contenu sur l'histoire de l'Afrique, elle vous dit l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, et elle vous cite les 50 livres qui l'ont dit. D'abord, c'est une connerie de le dire, avec tout le respect qu'on doit à Monsieur le Président, mais cette ignorance se reproduit et s'accélère. Et donc, nos générations qui vont donc grandir, les générations de nos enfants qui vont grandir en s'abreuvant l'intelligence artificielle, qui encore une fois est un outil, risquent de transporter avec elle ces injustices qui ont le bonheur d'être majoritaires et visibles. Et puis, le troisième gros problème, essayez d'utiliser l'intelligence artificielle à Bangui ou à Yaoundé. C'est une question d'énergie. On n'a pas la même électricité tout le temps, 24 heures sur 24. Donc, il y a une inégalité de fait. Au moment où on se parle, entre quand on est assis dans un café à Bruxelles, à Brooklyn, à New York ou à Paris, et on consulte cette base de données, notamment absolument fantastique, et quand on est assis à Douala, où la société de l'électricité rationne l'électricité pour diverses raisons. Donc, une fois de plus, je reviens au début de ce que je disais à propos de cet outil. Il n'est ni bien ni mauvais, mais le contexte social, politique, historique dans lequel il s'inscrit, qui est un contexte d'inégalité, d'indisponibilité de l'information, risque malheureusement pour nous tous se perpétuer. Et donc, la police de cet outil est importante,
La rectification de certaines de ces différences importantes, c'est un énorme boulot. Mais c'est aussi cela, et je vous rejoins là-dessus, parlant des journalistes, c'est aussi pour cela qu'on a besoin de l'humain au départ et à la fin. Parce que cet outil est fabuleux, mais si vous l'utilisez pour remplacer un journaliste, jamais, je pense, enfin, au moment où nous en sommes, l'intelligence artificielle ne fait un boulot aussi bien qu'un journaliste. Parce qu'il y a aussi la partie de l'humain, du vécu, qu'elle peut peut-être remplacer bientôt, mais pour l'instant, quand vous avez lu un texte qui vient de l'intelligence artificielle, parfois c'est tellement plein de fleurs, on dirait, que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est différent de l'auteur qui a pris son temps et qui a décrit quelqu'un. Je m'arrête là et désolé d'avoir parlé si longtemps. Non, c'est très intéressant. Vous avez dit d'ailleurs, un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est le problème des sources qui peuvent être incomplètes. Jian, pour fabriquer votre outil, combien de sources avez-vous utilisé et est-ce que vous avez pu utiliser toutes les sources du droit humanitaire international? Alors, pour le moment, on a utilisé un peu plus que 6000 sources. On a toutes les sources du droit primaire, les jurisprudences. En fait, on a le gros, ce qui reste, et toutes les sources sont fiables et propres et originales, entre guillemets. Et ce qui reste, c'est encore les rapports, les travaux juridiques qu'on n'a pas encore pu inclure parce que vous imaginez l'ampleur que ça peut être, mais on va le faire. La prochaine, donc ça c'est pour la prochaine étape. Et après, surtout, l'idée, c'est d'englober tout le droit international et pas que le droit humanitaire. Donc, ça sera aussi la suite du projet, bien sûr, et ficeler, réarranger l'outil, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour contourner un autre problème que vous évoquiez, André Michel, celui des biais, c'est-à-dire celui des algorithmes qui peuvent être biaisés? Alors là, c'est une question plus technique, mais principalement, notre équipe est toujours en train il faut refaire l'exercer. Et surtout, on a moins d'hallucinations parce que nous, en fait, l'outil ne va pas chercher dans la base de données numérique générale. L'outil va chercher que dans notre base de données. C'est ça, en fait, l'avantage aussi de cet outil. Ça sera que ce qu'on va lui dire de faire. Il ne pourra pas partir faire autre chose. D'ailleurs, je dois préciser une chose au cas où je n'ai pas été clair. Votre travail est absolument un modèle, un exemple de ce qui doit être fait. C'est-à-dire la base de données, d'abord, voilà, est claire. C'était ça. Parce que tout part de là. Exactement. Le commentaire que je faisais s'applique sans doute davantage au modèle d'intelligence artificielle auquel nous avons tous accès, ChatGPT, Gemini et tous les autres, et au travail qui se fait en amont. La bonne nouvelle, c'est que sur la place publique, il y a de nombreuses personnes, des chercheurs, des philosophes, des questions qui soulèvent les questions éthiques derrière, des philosophes d'Afrique d'ailleurs. Et il est important que ces débats ne restent pas académiques. Il est important que ces débats soient ramenés vers les plateformes. Parce que, alors, dans le débat sur l'information digitale, sur le monde digital dans lequel nous vivons, c'est que, à mon avis, et je ne représente pas le point de vue de mon organisation, ces plateformes s'en sont trop bien tirées depuis des années. Il faut quand même mesurer que, pour les plus vieux parmi nous, nous avons grandi dans des contextes où la radio, la télévision, la presse écrite étaient ou sont encore dans un cadre légal. Vous ne pouviez pas venir en Belgique venant du Cameroun et lancer votre radio. Il fallait passer par des... Et soudain, tout cela a été oublié. On peut s'asseoir sur Internet, vous et moi, aujourd'hui, et produire des contenus sur le Swaziland et insulter le roi du Swaziland parce que sa tête ne nous revient pas. Et au milieu, entre ces deux époques, on a manqué un moment de légiférer, pour faire les lois, pour faire le cadre juridique. On a laissé à une poignée de compagnies qui sont assises dans un coin d'un pays, le plus puissant de la Terre et peut-être dans un autre, nous dire tous les jours ce qui se passe chez nous. Et elles ont dit par ailleurs, et elles ont réussi jusqu'alors, qu'elles ne sont pas des médias. Elles sont simplement des plateformes. Alors même que dans les faits, elles sont des médias. Le média numéro 1 dans beaucoup de nos pays, ce sont des plateformes. Et je pense que ce débat, malheureusement, on ne l'a pas eu. On n'est pas en train de l'avoir. Et pourtant, on en paye le prix.
Non pas que je sois partisan du fait qu'il faille couper. J'ai dans la salle des amis avec lesquels nous avons fait une émission de radio à travers 2 continents à l'époque. C'était un casse-tête hebdomadaire. Et aujourd'hui, c'est bien plus facile. Avec WhatsApp, vous pouvez faire des choses fabuleuses. Sauf que ce monde nouveau dans lequel nous sommes entrés, et maintenant qui nous pose problème, on se rend compte qu'il y a un travail qui n'a pas été fait derrière. Un travail d'encadrement, un travail de protection du citoyen. Et désormais, les élections, dans la plupart de nos pays, sont en partie réelles et en partie complètement fausses. On ne sait pas si c'est des bots qui nous parlent ou si c'est le candidat. Et c'est un problème sérieux. Je crois qu'on a tous été témoins au moment de la pandémie, qu'en temps de crise, et quelle que soit la crise, que ce soit une crise sanitaire, économique, politique, les sociétés sont incroyablement vulnérables à l'intelligence artificielle. André Michel, je sais que la technologie au service de la paix, c'est une des priorités de l'ONU. Concrètement, comment est-ce que votre organisation tente soit de créer des outils, soit de créer un cadre légal pour que cette intelligence artificielle soit un peu moins dépourvue d'effets négatifs? Alors, en premier, il y a eu, au sein du département des opérations de maintien de la paix, une prise de conscience. Elle est assez simple, mais dans les faits, elle n'a pas été aussi simple que ça. La prise de conscience, on peut la résumer en une phrase. En temps de paix, le paysage de l'information est un paysage de compétition. En temps de guerre, il devient un paysage de combat. Et l'information est une arme. Il a fallu y arriver à la dure, en quelque sorte, en 2022, lorsque nos collègues à la MONUSCO, dans l'est du Congo, se sont fait attaquer et n'ont pas compris ce qui leur arrivait et qu'au sortir de l'incident, on avait perdu quelques personnes et des civils avaient été tués. On s'est très vite mis à l'œuvre pour établir au siège à l'ONU une petite équipe et sur le terrain de petites équipes pour faire vraiment 3 choses. 1, développer une capacité à mieux comprendre ce qui se passait. Et l'IA nous a aidés justement, parce que certains de ces outils vous permettent d'analyser énormément de données. Il y a dans la plupart des pays des millions de tweets produits à la minute sur toutes sortes de contenus, et c'est seulement ce genre d'outils. Donc notre capacité de surveillance est remontée. Notre capacité d'analyse, on a mis en place des équipes multidisciplinaires au siège et sur le terrain, et notre capacité de réponse. Ce n'est pas encore autant qu'on voudrait, mais on répond par une information bien plus affirmée, bien à l'avance, lorsqu'on a des événements, des cas de désinformation, et on répond également après, en travaillant avec les partenaires, un peu comme l'OIF le fait, mais en travaillant avec les États également. De manière, pour encadrer tout ça, on a mis en place une politique qui donne le cadre légal, mais également politique de comment ce travail doit être fait. Ceci dit, et bien que j'y ai travaillé, j'ai contribué à ce travail depuis 2 ans, je suis de ceux qui pensent que les Nations Unies, sur ce domaine en particulier, sans doute parce que nous sommes vieux, de 80 ans, mais parce que ça va très vite, nous restons quand même en retard. Il est important de faire ce que nous avons fait, mais il faut encore accélérer, parce que, ainsi que le démontre l'incident dont je parlais à propos de RFI, il n'en faut pas de beaucoup. Pour produire du contenu hostile avec les outils de l'IA, en réalité, en 15 minutes, nous pouvons tous en faire. Ce qui veut dire que derrière, il faut plus de moyens, il faut plus de volonté et il faut travailler davantage en réseau, entre organisations, mais en dehors aussi. Et c'est tout cela que nous essayons de faire à la fois. Maintenant, est-ce que nous y réussissons? Je vous laisse en juger, mais nous essayons. Clémence, vous me l'avez dit pendant qu'on préparait ce débat, au fond, il y a beaucoup de choses. L'IA est un outil, mais il ne faut pas avoir la fascination de l'outil non plus, et qu'il y a sans doute beaucoup de choses à faire avant même d'utiliser l'intelligence artificielle au service de l'information et de la paix. Et au fond, vous avez parlé, André Michel, des missions de l'ONU, par exemple, qui étaient attaquées. Dominique, vous avez parlé des journalistes qui sont menacés et attaqués. Est-ce que l'IA peut être un outil seul, ou est-ce qu'au fond, il y a aussi nécessité, pour régler cette question, peut-être d'une remise en question, d'une remise en cause, à la fois des institutions et à la fois du métier de journaliste? Je pose d'abord la question à Clémence, et puis ensuite je vous laisserai répondre Dominique et André Michel.
Mais oui, effectivement, l'IA, ça fait que partie de la solution, ça ne peut pas être la solution. Et moi, je suis tout à fait d'accord de dire qu'il faut un humain au début et à la fin, enfin plusieurs aussi. Mais la remise en question de l'institution, comme l'a dit André Michel, il y a effectivement, l'ONU a une réputation qui est assez catastrophique. On parle de crise de légitimité des Nations Unies actuellement et qui a été alimentée par la désinformation. Mais ce qui est important et ce qui revient de tous les experts qui ont travaillé sur la désinformation, particulièrement en contexte d'opération de paix, c'est d'aller voir les causes profondes, en fait. Pourquoi ça marche, en fait? Parce que au-delà de dire c'est faux et d'avoir une réaction, en fait, il faut faire de la prévention et pas seulement être en réactivité, de dire mais en fait pourquoi ça marche? Pourquoi, par exemple, les discours de désinformation, que ce soit en RDC ou donc République démocratique du Congo, pardon, ou au Mali ou en République centrafricaine, qui sont les 3 cas que j'ai le plus étudiés, pourquoi ça a marché d'avoir ce tel discours à l'encontre des Nations Unies? Pourquoi, en fait, les critiques vis-à-vis de l'action des Nations Unies ont été écoutées comme ça et validées, entre guillemets? Parce qu'il y a effectivement cette remise en question en général des multiplications des interventions étrangères. Quand on pense à la République démocratique du Congo, ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'il y a une mission de l'ONU. Plus de 30. Voilà, je ne sais plus compter. C'est parce que je ne sais pas faire de calcul mental et que j'ai été... voilà, moi je suis née avec une calculette dans la main, donc je ne savais pas calculer. Mais du coup, voilà, ça fait des années, et avec cette perception, ce sentiment qu'il y a toujours un conflit, en fait. Qu'est-ce que ça a réglé, en fait? Donc il y a ça, il y a cette remise en question de est-ce que les grosses missions multidimensionnelles, est-ce que les opérations de paix de l'ONU, c'est l'outil adapté ou non? C'est pas moi qui vais répondre à la question parce qu'on aurait 8 heures devant nous, on pourrait pas y répondre. Donc il y a cette remise en question qu'il y a à faire. Il faut que l'ONU se réfléchisse et voir comment on peut remettre en question le modèle, être plus flexible, mais il y a aussi la perception qu'on a des soldats de la paix. Il ne faut pas oublier que les critiques des soldats de la paix de l'ONU, parfois ça vient de fausses informations, mais il y a eu des exactions, des abus sexuels qui ont été commis par des casques bleus, et en fait qui ont été commis en République centrafricaine, en Haïti, à la MONUSCO. C'est des choses qui sont vraies. Donc en fait, ça part de là, c'est pas forcément des fausses informations. C'est qu'en fait, il ne faut pas dire toute critique envers l'ONU est de la désinformation. Et c'est ça qui parfois est dur à évaluer, de voir d'où ça vient et pourquoi ça marche, et plus largement, plus que la présence de l'ONU et l'échec ou le manque de performance, est-ce que les opérations de l'ONU sont efficaces? Est-ce que c'est performant? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent qui est donné? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça ne sert pas? C'est les interventions étrangères en général. Et sur le continent africain particulièrement, il y a une vraie colère et une frustration croissante vis-à-vis des interventions étrangères, tout ce qui est perçu comme étant lié de près ou de loin à l'Occident. Même si les Nations Unies, ce n'est pas que l'Occident, c'est perçu comme un acteur étranger. Et parfois, quand il y a des collusions, notamment au Mali, avec la force française, pour des raisons ou autres, que ce soit perçu ou que ce soit vrai ou faux, ça va être rejeté en bloc. Et du coup, il y a ça aussi. Et puis, les soldats de la paix ne sont pas considérés comme des forces neutres, entre guillemets. C'est considéré comme des parties au conflit, parfois. Donc, la critique va venir aussi de là. Et donc, on va les critiquer pour être partis au conflit, mais pour parfois ne pas être assez actifs et parfois pas être trop actifs. Donc, de toute façon, il y a des critiques qui sont légitimes et qui vont alimenter pourquoi on croit à des informations qui sont fausses ou vraies, à de la mésinformation, à de la malinformation. Donc il y a tout ça, effectivement, qui fait partie de cet environnement-là. Et on est aussi dans des pays où l'état de la presse, comme c'est des pays en conflit, n'est pas excellent, on va dire. Il peut être complètement dégradé dans des pays comme le Mali, il peut être très considéré comme lié au pouvoir en place ou à des acteurs politiques, économiques, une certaine élite. Et du coup, le contre-pouvoir, ça va être les réseaux sociaux, mais qui, eux, ne sont pas régulés, ne sont pas modérés. Et particulièrement dans les pays, je pense aux pays que j'ai cités, il y a un vrai manque de modération des plateformes dans les langues locales. Et du coup, là, ça va être la désinformation, les faux discours vont être beaucoup plus facilement et rapidement diffusés. André Michel, peut-être je vous laisse répondre en un mot, et puis ensuite je poserai la question à Dominique, parce qu'en effet, la question se pose de façon similaire pour les opérations de maintien de la paix et pour les journalistes. André Michel. Alors, juste une précision, et Clémence a tellement raison de toucher du doigt cette question, et c'est un débat qu'on a aux Nations Unies à chaque fois. Est-ce que toutes les critiques faites aux missions de maintien de la paix et à l'institution Nations Unies sont de la désinformation? Non, évidemment que non. Est-ce que nous avons réussi partout où nous sommes? Certainement que non. En fait, l'élément de contexte le plus important, c'est l'élément politique lorsqu'on analyse la désinformation. Elle a une origine dans tout ce qui s'est passé dans le monde. Il y a depuis 20 ans une plus grande compétition à l'échelle du monde entre les diverses puissances, et le terrain africain est
de très loin le plus intéressant. Il y a eu plus d'ambassades ouvertes en Afrique au cours des 15 dernières années qu'il y en a eu dans le monde entier à la même période, de différents pays. Il y a eu plus d'accords de coopération entre certaines puissances, accords de défense, accords économiques, que des pays africains. Donc on assiste à un moment de... Certains ont parlé de la ruée vers l'Afrique, celle qui a conduit au tragique congrès de Berlin en 1884. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Cet élément de contexte est important pour comprendre ce à quoi Clémence fait allusion et ce qui est arrivé au maintien de la paix. Avec le temps, on s'est très vite rendu compte qu'au cours des 15-20 dernières années, nous avons été pris dans le feu de cette compétition dans plusieurs pays, le Mali, la Centrafrique, le Congo, et que nos erreurs, nos manquements et nos fautes, on les a payés cher. Et c'est le cas notamment au Mali. Reste que la désinformation est un défi énorme et que l'intelligence artificielle représente pour nous un moment de crise existentielle potentielle. Parce que nous ne sommes pas, comme je le disais, adaptés par notre posture et par nos réponses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire beaucoup. Mais on peut commencer d'abord par remettre ce débat au cœur de la discussion politique. Ce n'est pas une discussion technique, ce n'est même pas un problème de communication. Parce que, ainsi qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on connaît les acteurs qui sont souvent derrière les campagnes de désinformation contre le maintien de la paix. Mais ce qu'il faut donc faire très probablement, c'est s'attaquer à ce problème-là. La légitimité des Nations Unies, et je quitte le maintien de la paix pour une seconde, est remise en question au moment où on se parle. Au moment où on se parle, et c'est une question assez grave, 80 ans plus tard, il n'est pas sûr que les Nations Unies survivent. C'est une question qu'il faut aborder avant même d'arriver aux questions de désinformation qui ne sont que le pendant politique. Donc pour moi, ça commence là. Ensuite, l'approche, et elle a été évoquée également, l'approche, les Nations Unies devraient sans doute pousser davantage à l'adoption de cadres internationaux, légaux ou paralégaux, qui puissent encadrer cette manière. Les avions dans le ciel ne se rendent pas dedans tous les jours, simplement parce qu'à l'insu de tous, il y a une agence internationale sous les Nations Unies qui travaille tous les jours à faire en sorte que les contrôleurs aériens belges, français, camerounais se parlent. Et donc c'est pour ça que nous évitons les crashs tous les jours. L'Agence internationale de l'énergie atomique veille à ce que chacun de nos pays ne décide pas tous les matins de s'armer de gaz sarin et de régler ses problèmes de cette manière-là avec l'État voisin. Nous en sommes, du point de vue de l'information, à un moment avec l'IA où il faut se réveiller au fait que l'information est une arme disponible à tout le monde, aux États, mais aussi à chacun d'entre nous. Avec très peu de moyens, très peu de connaissances, nous pouvons devenir de formidables machines à faire mal. Et je pense qu'il est temps que les Nations Unies, mais aussi les États s'en rendent compte. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la question de l'arroseur arrosé. Est-ce qu'il y a des États qui font... Bah oui, tous les matins. Tous les matins. Les États, les acteurs, aujourd'hui vous êtes des informeurs, dans l'heure d'après, c'est vous qui serez la victime de la désinformation. Jusque-là, et comme disait Madame plus tôt, souvent ça nous profite pendant une seconde, et on est content, mais on va payer le prix. Et plus important, toutes les sociétés vont payer le prix. Donc sur la scène internationale et aussi sur le plan national, il est urgent et nécessaire qu'on s'attaque à ces questions comme des citoyens dont l'espace est menacé. Notre environnement est pollué, notre environnement informationnel est pollué et c'est dangereux pour nous tous. Merci André Michel. Dominique. Sur l'information et la paix, vous me faites penser à un chef d'orchestre à qui on demandait mes maîtres ont dit que la musique adoucit les mœurs, est-ce exact? Et il répondait oui, mais pas longtemps. Et je crois qu'on est dans cette problématique-là. Pour répondre plus précisément à votre question sur l'évolution de la profession de journaliste, un journaliste, il doit recueillir les informations, les vérifier, les mettre dans leur contexte, les transmettre. Bon, recueillir les informations, de plus en plus souvent pour des raisons économiques alléguées, les journalistes sont contraints derrière leurs écrans. Et pour celles et ceux qui s'en souviendront, il y a eu un fait divers crapuleux absolument effrayant en France, où une famille entière qui s'appelait Dupont de Ligonnès a été massacrée et enterrée sous son perron, à part le père qui est soupçonné d'avoir procédé au massacre. Bon.
tout d'un coup est sorti de sources policières le fait qu'il avait été arrêté au Canada quelque part avant d'entrer par la police de l'air et des frontières. Toute l'information française a tapé là-dessus pendant 3-4 jours, jusqu'à temps qu'un journaliste aille sur le terrain découvrir dans le village du monsieur soupçonné d'être Dupont de Ligonnès que ce n'était pas du tout ça, qu'un journaliste est allé sur le terrain. Donc je vous laisse simplement réfléchir sur le recueil des informations, sur la vérification. Comment vous allez vérifier avec l'intelligence artificielle? Puisqu'il n'y a aucune source dans l'intelligence artificielle, tout est mélangé. Comment allez-vous vérifier en disant « Monsieur ou Madame Intelligence Artificielle, dites-moi si ceci est exact ». Comment allez-vous vérifier votre information? C'est impossible. C'est totalement impossible. Il n'y a ni transparence, ni pluralisme. Et là, c'est toute la question de l'intelligence artificielle et du pluralisme sur lesquels on peut revenir. Et puis les remettre dans leur contexte, c'est exactement la même chose. Quel contexte? Douala ou Bruxelles? Ben, ça change tout. Ben, ça change tout. Ça change l'information elle-même. Pas le fait lui-même, mais son interprétation, oui. Et sur ces 3 points, même si les journalistes avaient évolué, parce qu'ils évoluent depuis toujours avec les différents médias, ils sont d'accord pour évoluer avec l'IA, mais pas à n'importe quel prix, et à condition d'en rester maître. Dominique André Michel parlait, et Clémence également, de la perte de légitimité des missions de maintien de la paix de l'ONU. Je vous pose la question pour les journalistes. De la perte de légitimité. Et je vous pose la question, je vous retourne la question pour les journalistes. Aujourd'hui, dans beaucoup d'espaces dans le monde, y compris en Occident, les médias sont perçus comme représentants de l'establishment et les réseaux sociaux sont perçus comme les véritables journalistes et véritables journalistes citoyens, comme certains se nomment. Alors, l'IA rend effectivement, rend plus vulnérable la profession, mais est-ce que la profession elle-même, au fil des ans, ne s'est pas peut-être a pas perdu de sa légitimité? Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessaire remise en question de la profession de journaliste, comme il y a une nécessaire remise en question, le disait André Michel, nécessaire de l'ONU, du rôle de l'ONU et des missions de maintien de la paix? Oui, et j'avoue qu'on souhaiterait beaucoup être aidés, nous, journalistes, parce qu'on ne prétend pas être des phénix loin de là, mais il faut bien reconnaître que dès que quelque chose marche, les parasites s'installent. Et les parasites se sont installés partout dans notre profession. Certains ont des cartes de presse, en tout cas en France, nous fonctionnons comme ça. D'autres sont reconnus comme journalistes, qui ne le sont pas plus que je suis archevêque. Et effectivement, la difficulté à trier le bon grain de livret est devenue quelque chose de tout à fait presque impossible. Je vais vous donner l'exemple français, c'est celui que je connais le mieux. Vous me le pardonnerez. Les médias sont pratiquement tous tenus par des milliardaires. Alors, les rédactions se sont battues. Elles continuent de le faire. Mais à quel coût? Le coût, c'est de prendre la porte. C'est tout. Hein, c'est vite fait. C'est vite fait. Et nous militons depuis des années pour avoir une reconnaissance légale, et nous avons aussi voulu le faire au niveau européen, ça n'avance pas plus, une reconnaissance légale de ce qu'est une équipe rédactionnelle. De telle façon qu'il y ait une âme du média et un collectif de pensée, même si elles ont été aidées par l'IA éventuellement, mais un collectif de pensée qui puisse s'opposer aux actionnaires, aux milliardaires, aux patrons, de façon reconnue, alléguée et explicitée, bien évidemment. Et ça, c'est une nécessité première. Si on n'a pas ça, eh bien, dans la foire d'empoigne où nous sommes, où seuls ceux et celles qui crient le plus fort sont entendus, eh vous n'entendrez plus les journalistes. Quelqu'un criera toujours plus fort qu'eux. C'est une évidence. Et c'est là que l'IA est un sirop empoisonné. C'est un sirop empoisonné. Parce que c'est agréable en bouche,
Mais après, les dégâts. Et si on n'arrive pas à maîtriser cet outil légalement, vous en parliez fort bien tout à l'heure, et moi je crois plus à des cadres légaux nationaux pour commencer, qu'un cadre mondial qui prendra à peu près 3 siècles, et éventuellement si ça marche. Pourquoi ? D'abord par le pluralisme, il y a plus dans 2 têtes que dans une, de quelque pays que ce soit, où que ce soit. Et ensuite parce qu'il y a certains pays qui vont plus vite que d'autres. Donc ça peut aider par un système d'échelle de perroquet que chacun connaît. Et je reviens à ma convention contre l'impunité. Vous me permettez de lancer un appel en disant que toutes vous qui représentez ambassadeurs de tout pays auprès de l'Union européenne ou autres, soyez nos agents, je ne veux pas de l'affiche, des journalistes, pour soutenir publiquement la Convention. Je la ferai tenir à Dominique, elle existe en 5 langues. Et juste pour en terminer sur l'évolution de la profession, il est bien évident que les téléspectateurs ou celles et ceux qui regardent les réseaux sociaux, qui les écoutent, apprendront à faire la différence. Comme au début de la télé, où ça paraissait merveilleux à tout le monde. Mais en combien de temps? Et il faut les aider. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin de vous tous et de cette réflexion globale que nous avons tous ici, puisque je suis certaine que nous allons tous dans le même sens. Merci beaucoup Dominique et merci pour cette transition parce qu'au fond c'est la question que je voulais vous poser à chacun. C'était la question du départ. Est-ce qu'il est possible d'envisager l'IA comme un outil au service de la paix, de l'info et de la sécurité ? À quelles conditions, dans quelles conditions et avec quelles garanties éthiques? Vous venez de faire quelques recommandations à ce sujet. Je vous pose la question, Clémence. Selon vous, à quelles conditions et avec quelles garanties éthiques l'intelligence artificielle peut être au service de l'intégrité, de l'information et de la paix? Oui, alors pour moi, ça peut tout à fait être un outil s'il est bien utilisé de la bonne façon. Donc j'ai déjà parlé de l'importance d'avoir un cadre éthique, normatif, législatif au niveau national, mais aussi au niveau peut-être européen, onusien, enfin multilatéral. Mais pour moi, bon, je ne suis pas expert de l'intelligence artificielle et ma réponse un peu à tout, c'est l'éducation. Il faut de l'éducation, il faut de la formation à ce qu'il y a au fact-checking des journalistes, évidemment, mais aussi des citoyens et citoyennes lambda, mais dès l'école. En fait, il faut de l'éducation aux médias, à l'intelligence artificielle, pour moi, dès l'école. C'est hyper important. Moi, je me souviens, j'avais le seul cours que j'ai eu. Bon, l'intelligence artificielle était assez balbutiement quand j'étais à l'école, mais j'avais eu un cours sur comment on utilise Wikipédia, parce que c'était un peu le nouveau truc pour faire nos exposés quand on était au collège, et on utilisait tous Wikipédia. Et elle nous donnait un exemple en disant, bah, vous voyez, si vous vérifiez pas vraiment vos informations hors que sur Internet, vous allez arriver en disant Jean de La Fontaine est un poète français du 19e siècle. Parce que ce qui était écrit à l'époque sur sa page Wikipédia. Parce que c'est ce qui est une erreur. Je pense que je l'apprends à personne. Et du coup, elle nous disait, voilà, c'est important de vérifier l'information parce qu'à l'époque, c'était Internet, c'était l'explosion, on trouvait ça merveilleux et on disait Internet a la réponse, en pensant qu'Internet était une personne, mais voilà, Internet aura les réponses. Et pour moi, c'est pareil, il faut cette formation, il faut travailler avec les journalistes et les médias locaux sur cette question-là, en contexte d'opération de paix ou en général, dans les langues locales, avoir des choses dans différentes langues, pour moi, c'est essentiel. Et voilà, et l'éducation, la formation, la sensibilisation dès le début. Voilà. Jeanne, oui, je rejoins. Vous êtes un peu l'experte et à la fois quelque part la technicienne de cette question. Enfin, bon, je rejoins complètement ce que mes deux amis viennent de dire. Mais ce qui est très important, c'est vrai, c'est légiférer autour de tout ça et encadrer en fait l'utilisation. Par exemple, si je prends l'exemple de chez nous, Siren Analytics est vraiment met un point d'honneur pour tout ce qui est data, ne pas divulguer la data que nous avons sur nos différents outils. Et même, nous avons un processus d'accès à l'information dans notre compagnie. Et aussi des formations, justement, c'est ce que tu disais. C'est très important de former, de la connaissance, en fait. Les gens ne savent pas parfois et c'est très, très important. On peut commencer bien sûr de l'école. Il faut un peu repenser peut-être aussi tout le système éducatif parce qu'actuellement, c'est vrai que voilà, on est confronté à des réalités
Et il faut pas. Maintenant, n'importe quel enfant peut utiliser à bon escient ou à mauvais escient aussi son l'IA. De par l'école, c'est pas encore très dangereux, mais à long terme, ça peut devenir des personnes qui seront, comme vous avez commencé, incompétentes, passives. Voilà, je crois que c'est important de poser ce cadre-là. De poser ce cadre-là, oui, d'un cadre. André Michel. Ce qui est bien, quand le dernier a parlé, on peut dire elles ont tout dit. Et ce on qui est vrai, en plus, elles ont tout dit. Donc il n'y a pas besoin de répéter. Non seulement ce qu'elles ont dit, c'est le point le plus important, éduquer, s'éduquer, aider à s'éduquer. J'ajouterais simplement, il y a urgence. Il y a urgence parce que nous sommes des francophones dans cette salle et sans nous faire insulte, nous sommes 6 mois en retard. 6 mois dans le digital, c'est très long. Les inventions relatives à l'IA sont faites essentiellement en anglais, à la Silicon Valley et un peu en Chine. La capacité de l'IA aujourd'hui, les capacités, d'après ceux qui travaillent dessus, en sont à leur enfance. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, la capacité pour vous et moi dans cette salle à produire 1 millier de contenus en 10 minutes, disant tout le mal du monde qu'on voudra de moi, n'est que le tout début de ce qu'on pourra faire. Donc il y a urgence pour nos sociétés, pour nos organisations, à prendre un moment de recul, à encadrer tout ça d'un point de vue éthique, d'un point de vue légal, à penser à comment on forme nos enfants, comment on se forme à nous, parce que sinon, ce qu'on risque en ce moment, c'est de renforcer les inégalités à l'échelle nationale et internationale qui existent. C'est probablement plus encore que dans l'histoire de l'humanité de laisser derrière des milliards de gens qui ne sont pas dans ce monde-là aujourd'hui. Il faut y penser à un niveau très simple. Aujourd'hui, vous pouvez lancer votre compagnie avec l'IA, tout seul, en produisant des contenus les plus hallucinants. Mais quand je dis ça, ce n'est pas vrai. Vous pouvez le faire à Bruxelles, à Paris, vous ne pouvez pas le faire en N'Djamena. Vous ne pouvez pas le faire dans mon village. Donc les inégalités, les risques d'inégalité accrus sont aujourd'hui plus vastes qu'ils n'ont jamais été. Le savoir, les data, comme ils disent en anglais, c'est le nouveau pétrole, disent-ils. Donc toute l'information qu'on a avec les gens, c'est elle qui produira de la richesse. Les évaluations les plus modestes, c'est que d'ici 10 à 20 ans, l'IA aura ajouté à l'économie marchande des milliards et des milliards de dollars. En fait, au point où on en est, ce calcul, ce qui ne dit pas, c'est que ces milliards et milliards de dollars seront entre 2 endroits. D'un côté, là-bas en Amérique, et sans doute en Chine, un peu en Europe. Et nous, on verra passer ça sur TikTok. Il y a un risque ici, pour toutes nos sociétés, de vivre dans 2 mondes parallèles. On vit déjà dans des mondes parallèles. Mais là, avec l'IA, et en plus de tous les autres dangers qui ont été évoqués, on n'a même pas évoqué le danger de la surveillance. C'est génial de traverser dans les aéroports de nos jours et de laisser votre sac, on ne vous demande pas de sortir l'ordinateur. Mais vous savez ce que vous venez de donner. Vous savez ce que vous venez de donner. Vous venez de donner tous les détails sur votre... Il y a des pays en ce moment dans le monde où on nous dit que quand vous allez y aller, vous changez de téléphone. Vous n'utilisez pas le téléphone que vous avez tous les jours. Donc le débat autour de l'IA, qui est impliqué dans tout ça, parce que sa capacité à traiter les données très rapidement, devrait à la fois nous enthousiasmer, parce qu'il y a des choses extraordinaires à faire, mais il faut qu'il nous inquiète. Parce que les capacités de l'IA à faire du mal sont décuplées. Et c'est je m'en veux de ne pas vous laisser sur un mot d'optimisme, mais nous avons des raisons d'être inquiets si rien n'est fait. Je m'arrête là, merci. Merci. Alors, je vais vous dire un slogan des défilés du 1er mai à Paris, c'était « Chômage, flicage, formatage contre l'IA et son monde ». Vous voyez, et ce n'était pas le seul slogan qui a été vrai. Là où l'IA est le plus dangereux, c'est dans le domaine culturel et linguistique. C'est dans la langue anglo-saxonne, avec un contexte anglo-saxon, des références culturelles anglo-saxonnes, que les dispositifs IA sont conçus et exploités. Nous sommes certains que l'OIF, que je remercie encore pour cette invitation, est pleinement consciente de ce danger institutionnel. Et je cite une phrase d'un excellent rapport que l'on m'a envoyé, que j'ai lu, qui dit « Le manque de représentation linguistique affecte de multiples manières l'accès à l'information fiable par l'ensemble de la population ».
Ce qui était vrai pour un de vos rapports est vrai pour le monde entier. Et je pense que c'est le plus grand danger, c'est cette acculturation que nous risquons d'avoir et contre laquelle nous devons commencer à ériger, sinon des barrières, du moins des propositions, d'autres champs de culture, d'autres champs de possibles. Je ne peux pas vous dire au revoir sans vous dire que l'année prochaine à Paris, la Fédération internationale des journalistes célèbre son centenaire. Créé à Paris, nous sommes accueillis par l'UNESCO, que je remercie aussi, et qui a été fondé par un Français sur éthique et solidarité dans le monde pour tous les journalistes. C'est encore vrai aujourd'hui. Vous êtes tous invités à notre congrès historique. Merci Dominique. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat auquel, dont on peut retenir comme idée force pour que l'IA soit au service de l'intégrité de l'information et de la paix, éduquer, mettre un cadre légal, former, mais surtout, réfléchir et mettre la question politique au cœur de tout, que l'IA ne reste pas une question technique, car nous aurons raté les enjeux. Voilà, merci beaucoup. Et notre avenir. Merci à tous. On peut applaudir. Alors je vais laisser... Avant de laisser Bertrand Levent, qui est le chef du pôle intégrité de l'information à l'OIF, pour un mot de conclusion, je voulais simplement vous dire que ce panel sera diffusé d'ici demain sur les réseaux sociaux de l'OIF. Donc vous pouvez déjà, si ce n'est pas encore fait, cliquer sur tous les réseaux sociaux de l'OIF et des partenaires. Donc n'hésitez pas à le partager. Puis peut-être juste pour rappel, puisqu'on a évoqué une entreprise de jumelage francophone menée par l'OIF, dont est issu le projet IA que vous avez créé. Il y a un 5e appel à projet de jumelage francophone qui est organisé pour lutter contre les désordres de l'information. Donc si vous êtes porteur de projet et si vous réfléchissez sur ces questions-là, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'OIF, peut-être pour proposer vos projets. Les appels à candidature courent jusqu'au 31 mai. Voilà, il va y avoir donc le QR code, vous le voyez déjà, c'est le QR code qui précise les modalités pratiques de candidature, il est partagé à l'écran. L'IA nous concerne tous, les désordres de l'information nous concernent tous, donc n'hésitez pas à vous saisir de ce QR code et de cette question. Bertrand Levent, chef du pôle intégrité de l'information, pour une note de conclusion. Il peut nous rejoindre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants d'État, mesdames et messieurs, en votre titre et qualité. Je voudrais vous partager quelques mots au moment de conclure ce riche panel qui a pu mettre en exergue la diversité des défis et des opportunités que présente l'intelligence artificielle dans la préservation de l'intégrité de l'information et de la paix. Je voudrais tout d'abord vous partager les salutations du directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui et qui m'a chargé de le remplacer pour prononcer ces quelques mots de conclusion. Je voudrais aussi ensuite remercier l'ensemble des panélistes pour la qualité de leurs contributions et de leurs échanges. Les expertises que vous avez croisées et les expériences que vous avez partagées cet après-midi sont un témoignage concret de la nécessaire combinaison d'acteurs et d'actions que la lutte contre les désordres de l'information doit mobiliser pour produire des effets. C'est dans cet esprit que le projet de prévention et de lutte contre les désordres de l'information de l'OIF est structuré. Le représentant l'a rappelé tout à l'heure, à travers l'accompagnement des politiques publiques, à travers l'appui aux médias et à la société civile, à travers le plaidoyer international et en soutien des efforts globaux engagés sur les questions d'intégrité de l'information. Sur chacune de ces trois dimensions, l'OIF a fait du partage de bonnes pratiques entre acteurs francophones un levier utile pour la coopération et le renforcement mutuel des capacités. En matière de politique publique, elle agit notamment en soutien des institutions membres du réseau des régulateurs francophones des médias, le REFRAM, pour l'adoption de mécanismes vertueux et respectueux de la liberté d'expression et de la presse, notamment en soutenant, et ça a été évoqué lors des débats, les efforts de ce réseau pour renforcer le dialogue pour une meilleure régulation des plateformes numériques.
En matière de production d'une information de qualité et fiable, elle favorise le renforcement des capacités ainsi que la collaboration entre acteurs francophones de vérification des faits, d'éducation aux médias et à l'information, ainsi que de recherche au moyen de 2 mécanismes que je rappelle ici et qui ont été mentionnés lors des débats, que je vous invite à suivre, la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, ODIL, ainsi que le dispositif des jumelages qui vous a été présenté et dont vous avez vu le fruit ici avec le projet de loi, les projets de jumelage francophone de lutte contre les désordres de l'information. En matière de plaidoyer, l'OIF contribue aussi aux efforts globaux engagés autour de l'intégrité de l'information à l'ère numérique afin de valoriser les voix francophones à l'international. Ça a été le cas lors de l'élaboration des principes de régulation des plateformes numériques de l'UNESCO, qui ont été débattus pas plus tard qu'aujourd'hui ici et pas très loin d'ici, ainsi que les principes de gouvernance des Nations Unies pour l'intégrité de l'information, adoptés en 2024 lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU. L'action de l'OIF en faveur de l'intégrité de l'information se déploie tout particulièrement, et ce débat en est la preuve, dans les contextes de crise et à fort enjeux démocratiques tels que les processus électoraux, raison pour laquelle elle a réédité en 2022 un guide sur la sécurité des journalistes et l'intégrité de l'information en période électorale en partenariat avec Reporters sans frontières et qui sert de base à la formation des journalistes sur la couverture médiatique des processus électoraux. Je voudrais rappeler 2 actualités du projet qui ont été et qui sont importantes pour nous. Premièrement, le lancement le 20 mars dernier lors de la Journée internationale de la francophonie, qui a été consacrée cette année au thème « Je m'éduque, donc j'agis », des micromodules d'apprentissage sur l'éducation aux médias et l'information développés par l'Institut francophone pour l'éducation et la formation basé à Dakar. Et puis, autre actualité aussi, le lancement, et ça a été évoqué par Dominique, le lancement le 2 avril dernier de la 5e édition de l'appel à projet de jumelage francophone, auquel nous vous encourageons vivement à postuler si vous êtes de la société civile dans le domaine des médias, de la vérification des faits, de la recherche, de l'éducation aux médias, pour bénéficier d'un soutien de l'OIF et renforcer les coopérations francophones. Donc, pour rappel, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2025. Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de ce débat, évidemment à la représentation permanente de l'OIF auprès de l'Union européenne, et je salue encore l'engagement du représentant avec nous aujourd'hui, à la direction de la communication, aux collègues au siège à Paris, mais aussi à tous les techniciens qui ont permis à cet événement de se tenir. Enfin, je voudrais aussi remercier très chaleureusement, et on peut l'applaudir, Dominique Chimbakala pour son excellente modération aujourd'hui. Et enfin, évidemment, merci à vous d'être venus. Nous espérons que ces débats vous auront intéressé, que vous les aurez appréciés, et je vous souhaite une excellente soirée.